Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour Hauts-de-France. Pour ce nouvel épisode, nous nous dirigeons vers un territoire que nous n'avons pas encore exploité. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Quentin Touzard. Bonjour Quentin. Bonjour. Quentin, vous êtes le dirigeant de la société WebPulsar et avec vous, nous avons prévu de parler des méthodes effectuales. Alors WebPulsar, j'ai simplement noté qu'il s'agit d'une agence web, mais pas uniquement, qui accompagne ses clients dans l'élaboration de leur stratégie digitale. Est-ce que c'est clair, c'est concis, est-ce que c'est complet ? Oui, c'est une agence d'innovation digitale qui accompagne ses clients dans la croissance durable. On accompagne principalement des e-commerçants et donc ça c'est ma première casquette et ma deuxième casquette c'est d'être porteur du projet Effectual Impact avec Dominique Vian qui est chercheur à Schema Business School et avec lequel on diffuse les méthodes effectuales auprès du plus grand nombre. Nous allons immédiatement établir le lien avec ces méthodes effectuales, mais avant cela, évidemment, commencer par les définir. De quoi parlons-nous quand on parle de méthodes effectuales ? Alors, les méthodes effectuales, ce sont des méthodes, c'est-à-dire des façons de réfléchir, de raisonner, qui visent à résoudre des problèmes en situation d'incertitude, et elles sont dites effectuales puisqu'elles se basent sur la logique moyen effet et pas la logique fin-moyen. C'est-à-dire qu'elles partent du présent et des moyens dont on dispose aujourd'hui pour définir des objectifs ou des choses qu'on peut réaliser et pas l'inverse, c'est-à-dire de partir de choses qu'on veut réaliser dans le futur et établir ce qu'on appelle un rétro-planning, ce qui en situation d'incertitude fonctionne mal. Ça s'applique donc à des projets qui sont déjà, pour ainsi dire, planifiés ou qui sont déjà lancés. Alors, ça peut s'appliquer dans des projets à initier ou initiés. Dans le cas de projets non initiés, ça permettra de mieux définir la direction du projet et mieux expliciter son objectif. Et dans le cas d'un projet déjà initié, ça permettra de répondre à des événements imprévus qui surviennent et qui peuvent remettre en cause la durée du projet ou son objectif ou la façon de le réaliser. À l'évocation de cette première description, est-ce que c'est ou ce sont une ou des méthodes qui sont des méthodes de travail ou des méthodes, pardon pour l'expression, de dépannage parce que c'est un problème qui rencontre des difficultés. J'ai bien entendu, on a parlé d'incertitudes, de problèmes, de surprises qui peuvent survenir au moment d'un projet. Alors, c'est surtout une manière de réfléchir différente et de voir les situations différemment. Et ça peut être utilisé comme une méthode de résolution de problèmes très concrète. En fait, ça repose sur les principes de l'effectuation qui sont les principes utilisés par les entrepreneurs experts pour créer des nouvelles entreprises ou des nouveaux projets. Et ces principes sont appliqués au sein de méthodes qui vont permettre de résoudre des problèmes complexes. Alors, généralement, elles suivent une séquence en 3 étapes. La première étape, c'est de mettre en perspective la situation et ses effets. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle rechercher des espaces propices pour agir, qu'on appelle aussi des zones de contrôle. Et la troisième étape, ça va être de répondre à 2 questions. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vraiment des méthodes qui sont orientées vers l'action et non vers la compréhension d'un problème. Avec donc 2 méthodes principales. Space Setting qui va permettre de voir comment je peux limiter les effets négatifs d'un problème, et Focal qui va permettre d'aller trouver des solutions potentielles au problème. Et justement, ces 2 méthodes s'appliquent identiquement au même problème, ou est-ce que on en privilégie une plus que l'autre en fonction de la nature
de l'événement. Je ne cherche pas à l'appeler problème, mais événement uniquement. Alors, un problème, c'est une situation perçue qui va inciter à se positionner par une décision. Et la particularité d'un problème dans une situation complexe, c'est que ce problème est constitué d'éléments interagissants dont certains sont inconnaissables. J'ai entendu inconnaissable, alors je m'imagine ce que cela signifie. Est-ce qu'on peut éclaircir cela pour que nous en soyons tous certains? Si on est dans l'inconnaissable, ça veut dire qu'on peut pas prédire, on peut pas être dans une logique prédictive et prédire ce qui va advenir d'une situation. Par contre, on va regarder une situation dans le présent et on va regarder quels sont ses effets. Qu'est-ce qu'elle produit? Et ce qu'elle produit, les effets de la situation vont devenir les enjeux. Et sur ces enjeux, on va aller regarder quelles sont les zones de contrôle et là où on peut agir. Est-ce qu'on peut mettre tout cela en image et parcourir ces différents concepts au travers d'un exemple d'une situation qui s'est produite? Prenons l'exemple de la difficulté à recruter des stagiaires. Ça, c'est une situation qui pose problème. On va aller donc analyser les effets de ce problème. Les effets qu'on peut imaginer, c'est une perte de chiffre d'affaires, c'est par exemple plus de chômage technique ou c'est des insatisfactions clients. Si on regarde au niveau du chômage technique, on voit qu'on peut imaginer le problème d'une autre façon, c'est-à-dire que ces gens qui seront au chômage technique seront des ressources disponibles. Et donc, on peut les faire, par exemple, travailler sur autre chose, par exemple, la digitalisation des formations. Et est-ce que dans le même temps, on se penche néanmoins sur le problème initial, c'est-à-dire la difficulté à recruter des stagiaires? Pas forcément, parce que ce problème initial, on n'a pas de solution. Donc, c'est le fait de travailler sur les effets et donc les enjeux va nous permettre de dire, finalement, l'enjeu de la difficulté à recruter des stagiaires, ça va être le chômage technique et comment je le gère. Et ça peut mener jusqu'à des points qui seraient, j'ai failli dire un peu extrêmes, mais est-ce qu'on n'imagine pas là une transformation de l'activité de la structure en question? Alors potentiellement, effectivement, on arrive sur des choses qui vont sortir du contexte de la situation initiale et qui vont nous amener vers des choses nouvelles et potentiellement vers des sources d'innovation. Donc des opportunités pour aller, le cas échéant, jusqu'à innover, en effet. On a aussi, sur la perte de chiffre d'affaires, on peut aussi imaginer qu'on peut flexibiliser son activité et pas recruter forcément des formateurs en CDI, mais se reposer plutôt sur un réseau de freelance. Donc ça permet aussi d'initier des nouveaux projets. On peut imaginer aussi un centre de formation qui a un problème d'absentéisme élevé. On peut voir par exemple qu'une des conséquences, un des effets, c'est la baisse du taux de rentabilité, puisque l'organisme de formation va être payé sur le nombre de stagiaires. Au sein de cet enjeu de rentabilité, on peut imaginer une zone de contrôle qui serait de mutualiser des formations. C'est-à-dire que deux organismes de formation qui ont des problèmes d'absentéisme pourraient mutualiser leurs formations et ainsi remplir une classe complète. Et pour parvenir à donner vie à ce type ensuite d'opportunités, est-ce qu'on mobilise, alors oui, les mêmes personnes in fine, par exemple deux organismes de formation qui mutualisent, vont évidemment être acteurs de cette solution de résolution, mais qui concourt à faire en sorte que cela se produise? Est-ce que ce sont celles et ceux qui sont porteurs justement de la méthode? Alors la méthode, justement, elle repose sur cet aspect entrepreneurial et donc sur la capacité de co-création de l'entrepreneur. C'est justement l'entrepreneur qui va visualiser cette opportunité et qui va pouvoir l'expliquer, dans ce cas-là, à un autre organisme de formation, se dire qui je connais d'autres dirigeants d'autres organismes, je peux les appeler, je peux leur parler de mon problème et je peux éventuellement mettre en place un pilote pour dire je vais organiser 1, 2, 3 formations mutualisées pour répondre à mes enjeux. Je me lance dans cette direction-là, j'avance au fur et à mesure de l'engagement des différentes parties prenantes. Si je vois que j'appelle 3 organismes et qu'ils me disent tous non pour tout un tas de raisons légitimes, j'abandonne l'idée et puis je cherche autre chose. Est-ce que la méthode est rigide ou suffisamment flexible pour que on puisse, en restant sur cet exemple-là de l'organisme qui va essayer de trouver de l'aide dans son propre écosystème, est-ce que on les accompagne en leur faisant développer un scénario après l'autre, le cas échéant, pour avoir des scénarios, non pas de secours, mais des plans B, et ainsi de suite jusqu'à résolution du problème? Ou est-ce qu'on essaye d'aborder ça en parallélisant également pour creuser dans de multiples directions? Le principe, c'est de s'arrêter quand la solution est satisfaisante. Donc le critère de décision,
c'est pas forcément l'atteinte d'un idéal, mais la satisfaction d'un besoin. Et ça, c'est à la personne qui utilise la méthode de décider est-ce que la solution elle est satisfaisante ou pas. Juste une précision sur la notion d'utilisateur en séquentiel ou en parallèle. L'idée, c'est plutôt d'être dans une logique itérative et dans une logique de retour d'expérience. C'est-à-dire que dans notre exemple de mutualisation, l'idée, ça va être de dire, eh bien, mutualisons, essayons. Tiens, là, ok, j'ai une formation. Tiens, bah, moi aussi, j'en ai une. Est-ce qu'on prend un formateur? On se met d'accord sur les modalités. On fait la formation. Et ensuite, on fait un retour d'expérience et on regarde ce qui a été aussi produit comme effet. Est-ce que le problème initial est résolu? Oui, très bien, ça résout nos problèmes. Est-ce qu'on peut mutualiser donc toutes nos formations? Ça va générer à ce moment-là une nouvelle situation en fait. Donc on se pose pas la question initialement de l'effet puisque ça devient trop complexe. On va pas pouvoir imaginer, anticiper et prédire les effets des effets, mais on va se dire je peux agir maintenant. J'agis, je mets en œuvre les actions, et une fois qu'elles sont mises en œuvre, je fais un retour d'expérience, je regarde ce qui s'est passé, je regarde comment a évolué ma situation, et je répète le raisonnement. On va revenir juste un instant sur le nom de ces méthodes, parce que tout à l'heure, il m'a semblé entendre un ou plusieurs noms qui méritent qu'on les explicite. Oui, alors il y a deux méthodes principales, donc space setting et focal. Space setting, l'idée va être de partir de notre situation et de regarder les effets de la situation, qui sont donc les enjeux, et de regarder au sein de ces enjeux, est-ce que je peux agir, est-ce que je peux trouver des zones de contrôle. Et dans le cas de focal, ça va passer par une bascule, puisqu'on va transformer le problème en opportunité, on va faire une expérience de pensée en se disant, tiens, et si mon problème était résolu? Ça va devenir une opportunité, et ensuite on va appliquer le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on va regarder les effets de cette opportunité et les enjeux. Sauf que la différence, c'est que dans le cas de focal, on va être dans une logique plus positive, puisque les conséquences d'un problème résolu vont être plus positives et on va stimuler la créativité d'une façon différente. Et les deux sont complémentaires. Alors, les deux peuvent se combiner. On peut très bien commencer par space setting sur une situation et puis enchaîner sur un focal. Et par rapport aux méthodes traditionnelles? Alors, les méthodes traditionnelles, elles vont, dans une situation donnée, viser à comprendre le problème et surtout, quelles sont les causes. Pour quelles raisons il est survenu. Et donc, dans le cas de l'absentéisme élevé, eh bien, on pourra avoir tout un tas de causes qui vont pouvoir aller de la motivation des élèves, de la distance géographique, etc. Et le problème de raisonner sur les causes, c'est que ces causes sont multiples et elles sont indénombrables et elles sont dans le passé. Ça veut dire que je peux pas agir dessus. Alors qu'un effet, puisqu'on a analysé l'effet qui était ma baisse de rentabilité et pas la cause qui était potentiellement que les stagiaires soient pas motivés, eh bien on voit qu'en regardant les effets, je ne suis pas obligé de comprendre complètement une situation pour agir. Je peux très bien me dire, ok, j'ai un problème d'absentéisme, ça a pour effet de baisser ma rentabilité et l'action que je peux faire, c'est mutualiser. On voit que c'est direct et que ça permet d'avoir une sorte de filtre pour simplifier la mise en action et la mise en œuvre de solutions. C'est un changement de regard sur le problème dans sa totalité. Si on regarde les causes et si on analyse le problème, on va vite s'encombrer d'énormément d'éléments. Par exemple, pourquoi l'absentéisme est élevé? Ça peut être aussi parce que les stagiaires s'ennuient. Pourquoi les stagiaires s'ennuient? Parce que la pédagogie n'est pas adaptée. Donc on va avoir comme ça des séquences de causes. Des scénarios, des branches de scénarios. Des branches de scénarios, mais qui vont être en nombre important. Et le problème, c'est que si on résout le problème de la pédagogie qui n'est pas adaptée, eh bien en fait, c'est qu'un facteur. Donc on n'aura pas forcément résolu ça n'aura pas résolu le problème. Et si on regarde du côté des effets, les effets, ils sont orientés vers le futur et ils sont généralement en nombre limité. Généralement, on trouve 5-7 effets principaux. Ça veut dire que ça simplifie les choses. Et dans le cas de l'absentéisme élevé, on peut voir aussi la question de la motivation en conséquence, mais en se disant, un absentéisme élevé va avoir pour conséquence de démotiver
les formateurs ou les autres élèves et baisser le taux de réussite. Et si on regarde de cette façon-là, on peut se dire que je peux par exemple travailler sur le fait qu'il y ait des meilleures conditions de travail pour vraiment agir sur les facteurs qui démotivent. Quelque part, ce qui est sous-jacent aussi dans ces méthodes, c'est de ne pas rester focalisé sur un des petits nœuds du problème, de prendre de la hauteur, d'élargir son horizon. Vous l'avez dit à plusieurs reprises en évoquant des scénarios futurs, c'est de ne pas s'embourber dans des problèmes, mais véritablement de transformer ça en opportunités potentielles, en regardant tout autour de soi, en essayant de faire évoluer ses équipes, en évoluant soi-même, en provoquant un changement. C'est là peut-être l'innovation. Ouais, on peut reprendre la métaphore des points chauds sur une carte. L'idée, c'est d'avoir cette situation, de dézoomer et de voir les conséquences qui sont donc les enjeux de la situation comme des points chauds sur la carte sur lesquels on peut agir. Et ensuite, on peut venir rezoomer sur un des points chauds et se dire, au sein de ce point chaud, j'agis et je mets en œuvre des solutions. Si je résume, je vais potentiellement résoudre, alors pas potentiellement, je vais résoudre un problème en étant résolument optimiste. Je vais avoir fait une projection vers l'avenir qui m'aura permis d'évoluer, d'agir, de me transformer, donc finalement, vraisemblablement, d'innover. La promesse des méthodes effectuales, c'est que même dans une situation qui paraît inextricable, on a des moyens d'agir et de limiter les effets négatifs d'un problème. Le bonus, c'est qu'on peut potentiellement même trouver des solutions. Ce qui va demander un effort, c'est le changement de posture pour adopter un mode de raisonnement pour lequel on n'a pas été habitué. Il faut changer ce réflexe d'aller réfléchir à pourquoi une situation a été provoquée, aux causes d'un problème, et se concentrer sur la mise en mouvement, la mise en action, sur le pragmatisme de la situation qui fait que je peux trouver des moyens d'agir. Il me semble que les méthodes effectuales sont désormais plus claires. On en a observé les atouts, les bénéfices. Nous arrivons au terme de ce podcast. Il me reste, Quentin Touzard, à vous remercier pour ces éclaircissements, pour votre participation, et à donner rendez-vous à nos auditeurs sur l'ensemble des plateformes d'écoute et vous dire à bientôt pour le prochain épisode. Merci. Merci à vous, et puis j'espère que j'aurai donné envie d'aller creuser le sujet des méthodes effectuales à nos auditeurs. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.